Un garçon, un bébé, une seconde naissance. Dans les entrailles grises et poussiéreuses d'une ville oubliée, un garçon de 15 ans errait, anonyme parmi les ombres. Son nom était Lucas Fem. Il n'avait ni toit, ni famille, ni souvenirs heureux pour apaiser la morsure du froid. Les trottoirs étaient son lit, les cartons son oreiller, et les rares repas qu'il parvenait à mendier, ses festins. La ville ne lui offrait que mépris et indifférence, comme si son existence même n'était qu'un détail à ignorer. Lucas ne se rappelait plus très bien de cette époque lointaine où il avait encore une famille. Les images étaient floues, déformées par le temps et la douleur. Il avait seulement appris qu'un terrible accident de la route avait emporté ses parents alors qu'il n'avait que 6 ans. Du jour au lendemain, il s'était retrouvé dans un orphelinat décrépit, avec d'autres enfants esseulés, survivant comme des ombres invisibles, condamnés à se taire et à s'effacer. Ces années dans l'orphelinat avaient appris à Lucas une chose essentielle, ne compter que sur lui-même. Il avait compris, dès son plus jeune âge, que la vie ne lui offrirait rien. Il devrait tout prendre, seul, à la force de sa volonté. À 10 ans, las des murs étroits de l'établissement et du regard froid des éducateurs, il s'était enfui pour tracer sa propre voie. Sans diplôme, sans famille, sans même un nom que quelqu'un prononçait avec tendresse, Lucas était devenu un enfant des rues. Mendier était devenu sa seule option. Il connaissait les regards fuyants, les soupirs agacés, les pièces jetées comme on chasse un chien errant. Il dormait sous les ponts, volait parfois pour survivre, se lavait dans les fontaines quand il en trouvait une. Mais malgré la dureté de chaque jour, une flamme persistait dans son cœur, celle de l'espoir. L'espoir fou, mais tenace, de changer de vie, d'avoir un jour un vrai toit, une chaleur humaine, un repas partagé et une voix qui dirait « Je suis heureux que tu sois là ». Ce matin-là, comme tant d'autres, Lucas était assis à son coin habituel, son bol en plastique posé devant lui, les yeux mi-clos de fatigue. Le ciel était couvert, et un vent froid parcourait les rues comme un présage. Soudain, une bourrasque violente fit rouler son bol sur les pavés. En se penchant pour le ramasser, un son étrange l'arrêta net. Un cri. Un cri aigu, déchirant, presque inhumain. Le cri d'un nourrisson. Lucas leva les yeux, figé. Dans un recoin entre deux poubelles, parmi les sacs éventrés et les cartons souillés, une petite forme gisait. C'était un bébé. Un minuscule nouveau-né, enroulé dans un linge sale, le corps tremblant, le visage maculé de larmes et de crasse. Personne autour ne semblait remarquer sa présence. Les passants passaient, trop pressés, trop aveugles. Comme si cette vie abandonnée n'était qu'un déchet parmi d'autres. Le cœur de Lucas se serra si fort qu'il en eut le souffle coupé. Ses jambes vacillèrent. Une voix en lui, faible mais insistante, le suppliait de détourner le regard. Ce n'était pas son problème. Il avait déjà du mal à survivre lui-même. Mais une autre voix, plus forte, plus brûlante, criait qu'il ne pouvait pas ignorer ce cri. Sans réfléchir davantage, Lucas courut vers l'enfant. L'odeur putride des ordures l'assaillit, mais il n'y prêta pas attention. Il s'agenouilla dans la saleté, glissa ses bras sous le petit corps gelé, et sentit une étrange chaleur l'envahir. Ce contact, ce minuscule être vivant contre lui, alluma une étincelle nouvelle dans sa poitrine. Il ne comprenait pas ce qu'il ressentait, mais il savait une chose, il devait le sauver. « Tu ne mourras pas ici, pas comme ça », pensa-t-il, enroulant sa propre chemise déchirée autour du bébé. Le nourrisson pleurait encore, faiblement, mais sa voix semblait moins douloureuse, comme s'il sentait qu'il n'était plus seul. Lucas marcha d'un pas rapide vers la petite chambre qu'il louait dans un immeuble décrépit, grâce à quelques pièces économisées au fil des semaines. Une chambre sombre, froide, mais c'était tout ce qu'il avait. Il entra, déposa doucement l'enfant sur le vieux matelas, puis ressortit en courant chercher de quoi le nourrir. Il ne savait rien des bébés, rien des biberons ni des couches. Mais il savait qu'un être vivant avait besoin de chaleur et de lait, et il ferait tout pour en trouver. Lorsqu'il revint, essoufflé, les bras chargés de bouteilles et de quelques serviettes volées, le bébé pleurait encore, mais ses yeux semblaient le suivre, confiants. Lucas improvisa une couche, fit chauffer du lait et essaya de le nourrir. Ses gestes étaient maladroits, ses mains tremblaient. Mais lorsque le bébé commença à téter, apaisé, un sentiment étrange et nouveau envahit Lucas. Pour la première fois depuis des années, il se sentit utile. Nécessaire. Important. Les jours suivants furent difficiles. Le bébé pleurait souvent, Lucas manquait de tout. Mais il ne renonça pas. Il le portait contre lui la nuit pour lui transmettre un peu de chaleur, il chantonnait maladroitement pour l'endormir,
et quand il n'avait plus de lait, il allait frapper aux portes pour demander de l'aide, chose qu'il n'aurait jamais osé avant. Mais pour lui, il le faisait. Il décida d'appeler l'enfant Léo, un prénom doux, lumineux, comme une promesse. Il répétait ce nom à voix basse, comme un mantra, comme pour graver dans le monde cette nouvelle existence. Peu à peu, Lucas changea. Le mendiant solitaire devint un grand frère, une figure protectrice. Il se surprit à sourire plus souvent, à rêver autrement. Il voulait plus que survivre maintenant, il voulait vivre, pour deux. Léo lui rappelait, à chaque regard, qu'il avait une mission. Et cette mission le tenait debout, même quand il tombait. Il chercha du travail, lava des pare-brises, porta des sacs pour des commerçants, fit la queue à des soupes populaires. Certains l'insultaient encore. D'autres, intrigués par le bébé dans ses bras, lui tendaient une main, un peu de pain, une couverture. La vie restait rude, mais elle avait changé de goût. Il n'était plus seul. Léo grandissait lentement, ses yeux suivaient Lucas avec une adoration muette. Il souriait, tendait les bras, gazouillait de joie quand il sentait son protecteur approcher. Lucas apprenait au fil des jours à devenir ce qu'il n'avait jamais eu, une figure d'amour. Et un matin, alors qu'il marchait dans la rue avec Léo dans les bras, un vieil homme vêtu d'un long manteau s'arrêta devant lui. « Ce bébé est à toi » demanda-t-il doucement. Lucas hésita, puis hocha la tête. « Alors tu es un homme, mon garçon. Pas parce que tu as grandi. Mais parce que tu as choisi d'aimer, même sans rien avoir. » Le vieil homme lui tendit une carte. « Viens à cette adresse demain. Je peux t'aider à changer votre vie. » Lucas le remercia d'un murmure. Il serra Léo contre lui, les yeux brillants de larmes. Pour la première fois, il ne priait plus pour lui-même, mais pour cet enfant, pour ce nouveau destin tissé de courage et d'amour. Et peut-être, oui peut-être, que c'est ainsi que deux âmes abandonnées devinrent une famille. Non pas par le sang, mais par le choix. Dans les ruelles humides et les recoins oubliés d'un quartier défavorisé, un garçon de 15 ans, Lucas, survit comme il peut. Il glane quelques restes dans les bennes derrière les magasins, mendie des quignons de pain rassis dans les arrière-cuisines des restaurants, et partage les miettes qu'il parvient à réunir. Depuis peu, il n'est plus seul, un nourrisson fragile repose dans ses bras, un bébé nommé Léo, abandonné à la vie comme lui, mais plus vulnérable encore. Lucas n'a jamais connu le confort d'un foyer ni l'amour d'une famille. Il ignore comment on change une couche ou comment on berce un bébé jusqu'à l'endormir. Ces gestes tendres, ces routines que d'autres apprennent dans l'enfance, il les découvre à tâtons, dans l'urgence et la peur. Pourtant, il n'a pas le luxe de l'hésitation. Léo dépend entièrement de lui. Ce bébé est devenu sa raison de vivre, son seul horizon. Malgré ses pleurs et sa fragilité, Léo semble animé d'une force mystérieuse. Il ne réclame pas seulement du lait ou de l'attention, c'est comme s'il ressentait la détresse de Lucas, comme s'il lui disait silencieusement « Tiens bon. Je suis là. » Dans les nuits froides, alors que les autres dorment, Lucas veille, regardant Léo dormir paisiblement contre lui. Et dans ces moments-là, une chaleur douce s'empare de son cœur. Pour la première fois, il se sent moins seul. Un soir, alors qu'il le berçait doucement, une pluie violente s'abattit sur le toit branlant de leur abri de fortune. L'eau s'infiltra rapidement, transformant leur refuge en piège humide. En courant chercher une bassine, Lucas sentit l'eau glacée pénétrer sa chemise. Léo, trempé, hurlait de détresse. Lucas le serra contre lui, ses bras frêles tendus comme un rempart contre l'orage. « Ne pleure pas, je suis là. Je prendrai soin de toi, quoi qu'il en coûte, » murmura-t-il avec une détermination farouche. Les jours qui suivirent furent encore plus durs. La faim s'installa dans son ventre comme une bête qui ronge de l'intérieur. Mendier quelques pièces suffisait à peine à acheter du lait pour Léo. Parfois, il devait choisir, manger ou nourrir le bébé. Chaque décision devenait une lutte. Pourtant, jamais Lucas n'envisagea d'abandonner. Au contraire, plus il s'occupait de Léo, plus il se sentait fort, comme si ce petit être, par sa simple présence, éveillait en lui une volonté insoupçonnée. Avec le temps, Léo grandissait. Ses bras s'étoffaient, ses yeux sombres devenaient plus vifs, presque perçants. À chaque sourire, Lucas ressentait une fierté profonde, viscérale. Il n'avait peut-être ni toit digne de ce nom, ni avenir assuré, mais il avait un amour pur, indéfectible. Il n'était pas un père idéal, mais il aimait Léo de tout son être. Chaque fois qu'il regardait l'enfant, il revoyait son propre passé et les couloirs glacés de l'orphelinat, les nuits sans lumière, les silences trop lourds.
Là où il avait autrefois rêvé d'une famille avec un père et une mère, il comprenait à présent qu'il allait devoir être cette famille. À lui seul. Pour Léo. Un soir, alors que l'enfant dormait sur un matelas posé à même le sol, Lucas fixait le plafond troué, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Il fallait trouver un moyen de changer leur destin. Il ne voulait pas que Léo vive la même douleur que lui, ni qu'il tombe entre de mauvaises mains. Il devait le protéger, coûte que coûte. Un matin ensoleillé, Lucas partit chercher du lait. Tandis qu'il arpentait les rues en quête d'une épicerie compatissante, une femme, d'une quarantaine d'années, vêtue de noir, l'observa depuis l'entrée d'une boutique. Elle semblait sérieuse, presque autoritaire, et son regard pesant troubla Lucas. Il s'apprêta à détourner les yeux quand elle s'avança vers lui. « Tu es bien Lucas, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Lucas resta figé. Il ne comprenait pas comment elle pouvait connaître son nom. Méfiant, il répondit néanmoins, presque à contre-cœur, « Oui, c'est moi. »« Vous me cherchiez » La femme le fixa intensément, puis dit d'une voix grave, « C'est toi qui t'occupes de l'enfant, n'est-ce pas » Léo. Le souffle de Lucas se coupa. Comment savait-elle cela? Il sentit une angoisse lui nouer la gorge. Mais face à son regard calme et perçant, il comprit qu'il ne pourrait rien cacher. « Oui, je m'occupe de Léo. »« Mais, comment le savez-vous » La femme lui fit signe de s'asseoir sur un banc de pierre, puis commença à lui raconter une histoire qui bouleversa tout son monde. Léo n'est pas un enfant comme les autres. Il est le fils d'une famille extrêmement riche. Ses parents sont morts dans un accident tragique, il y a quelques mois. Depuis, nous cherchons désespérément à le retrouver. Et moi, je suis chargé de veiller à sa sécurité. Lucas sentit son cœur s'emballer. Tout semblait irréel, digne d'un conte de fées trop beau pour être vrai. Un héritier? Une fortune? Et ce bébé qu'il avait trouvé par hasard serait au centre de tout cela? Est-ce que vous dites la vérité? Léo est vraiment un héritier, demanda-t-il, la voix tremblante. La femme hocha la tête. Oui. Il est le seul héritier de la famille Moreau. Mais de nombreuses personnes peu scrupuleuses aimeraient profiter de cet héritage. C'est pourquoi la défunte a pris ses dispositions. Elle a confié Léo à la seule personne qu'elle estimait capable de l'aimer et de le protéger, même sans rien connaître de son passé, toi, Lucas. Il resta là, immobile, comme assommé. Lui? Un mendiant? Un enfant sans foyer ni avenir? Était-il vraiment cette personne? Il ne savait plus quoi penser. Mais une chose, une seule, était claire au fond de lui, Léo avait été sa lumière dans les ténèbres. Il ne l'avait jamais considéré comme un fardeau. Il l'avait aimé. Il l'aimait. Cette rencontre avec la femme, prénommée Claire, bouleversa profondément Lucas. Il avait agi par instinct, par amour. Mais à présent, un poids nouveau pesait sur ses épaules. Serait-il capable de protéger Léo contre les dangers qui rôdaient? Et surtout, que faire de cette fortune que Léo allait hériter? La rue, la faim, les regards méprisants, tout cela semblait désormais appartenir à un autre monde. Mais le combat, lui, ne faisait que commencer. Car protéger Léo ne signifiait pas seulement lui offrir un toit ou du lait chaud. Cela signifiait affronter des adultes avides, des intérêts puissants, et surtout, croire que même un enfant abandonné pouvait devenir le rempart d'un avenir lumineux. Et Lucas, malgré ses doutes, savait au fond de lui qu'il ne reculerait pas. Jamais. Dans la pénombre tranquille de la nuit, Lucas veillait en silence sur le sommeil paisible de Léo. Le nourrisson, blotti dans son berceau, respirait doucement, ses minuscules poings fermés reposant contre sa poitrine. Peu importait désormais aux yeux de Lucas que Léo soit l'héritier d'une grande fortune ou simplement un bébé abandonné par le destin. Pour lui, il ne serait jamais qu'un enfant à protéger coûte que coûte. Mais malgré cet amour inébranlable, une question sourde s'accrochait à son esprit, cette richesse, cette lignée prestigieuse, leur apporterait-elle vraiment le bonheur? Depuis leur rencontre inattendue avec Claire, leur vie avait basculé. Ce n'était plus seulement une histoire de survie dans les ruelles de la ville. Lucas, encore adolescent, se retrouvait à porter le poids d'une vie qu'il n'avait jamais anticipée. Il ne s'agissait plus simplement de nourrir un bébé ou de changer ses couches, mais de faire face à des forces invisibles, anciennes, puissantes, qui semblaient vouloir tout contrôler. Pourtant, plus les jours passaient, plus son amour pour Léo devenait une armure contre le doute. Peu à peu,
Lucas découvrit les ramifications tentaculaires de la famille Moreau, cette lignée dont Léo était le dernier héritier. Une famille aussi fortunée qu'opaque, dont l'histoire semblait marquée par le pouvoir, les conflits d'intérêts, et des alliances silencieuses. Grâce aux documents que Claire lui avait remis, Lucas put plonger dans les détails troublants de leur empire. Des immeubles entiers, des parts dans des multinationales, des investissements internationaux dans l'immobilier et la finance. Mais également une part d'ombre, un labyrinthe juridique savamment tissé après la mort tragique de Monsieur et Madame Moreau, les parents biologiques de Léo. Depuis l'accident, toute cette fortune avait été verrouillée, confiée à un groupe de gestionnaires, des avocats, des membres éloignés de la famille, et même des personnalités influentes du monde politique. La succession de Léo, bien que théoriquement légitime, était devenue une énigme. Un prétexte pour des luttes de pouvoir. Plusieurs membres de la famille semblaient moins préoccupés par le bien-être du bébé que par la possibilité de s'approprier un morceau de l'héritage. Lucas commença à sentir un changement autour de lui. Des regards appuyés dans la rue. Des murmures sur son passage. Des ombres furtives derrière lui, même lorsqu'il changeait d'itinéraire. Parfois, il avait la sensation glaçante d'être suivi. Il faisait tout pour que Léo ne perçoive pas son inquiétude. Il lui chantait encore des berceuses, jouait avec ses petits pieds, riait avec lui. Mais son cœur était en alerte permanente. Un soir, alors que Lucas donnait le biberon à Léo dans leur chambre exiguë de motel, Claire lui rendit visite pour une ultime conversation. Son regard, d'habitude assuré, trahissait une tension inhabituelle. « Lucas, il faut que je sois franche avec toi. La famille Moreau n'est pas comme les autres. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage compliqué ou de querelles familiales. Il y a des liens, dangereux. Des ramifications avec certains cercles criminels, disons, discrets. Ils protègent leurs intérêts à n'importe quel prix. » Lucas sentit son sang se glacer. Il pensait qu'aimer Léo et le garder en sécurité suffisait. Mais il comprenait désormais qu'ils étaient pris dans un engrenage bien plus vaste. Il se demanda, un simple toit leur suffirait-il à se protéger des tempêtes à venir? Était-il vraiment en sécurité ici, dans cette chambre au papier peint défraîchi et aux fenêtres sans serrure dignes de ce nom? Une semaine plus tard, il prit une décision. Il fallait fuir. Trouver un endroit loin des regards. Peut-être à la campagne. Peut-être à l'étranger. Où personne ne connaîtrait le nom de Moreau. Mais ce jour-là, alors qu'il sortait avec Léo blotti contre lui, un frisson le parcourut. Quelqu'un les observait. Ce regard, derrière lui, était froid, analytique. Il ne provenait pas d'un passant ou d'un voisin. C'était un regard calculé. Prédateur. Le lendemain matin, Lucas se rendit à pied à l'épicerie pour acheter du lait. Lorsqu'il revint, une voiture noire de luxe était garée devant le motel. Une berline, sobre mais imposante. 2 personnes en descendirent, un homme au visage sévère, en costume noir, et une femme qui semblait lui être subordonnée. Aucun d'eux ne portait d'expression chaleureuse. « Vous êtes Lucas, n'est-ce pas » demanda l'homme, d'un ton sans chaleur. Lucas hocha la tête, méfiant. « Nous venons de la famille Moreau. Nous sommes ici pour récupérer Léo. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Lucas serra l'enfant contre lui. Sa gorge se noua. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous remettre Léo comme ça. Je l'ai sauvé. Je prends soin de lui. Vous n'avez aucun droit sans preuve ni décision de justice. » Le regard de l'homme devint plus tranchant. La famille a décidé. Ne compliquez pas les choses. Lucas comprit alors, sans aucun doute, que ces gens ne cherchaient pas à faire ce qui était juste. Leur posture, leur ton, leur regard, tout criait l'intimidation. Il savait qu'il ne pouvait pas les affronter frontalement. Pas maintenant. Dès cette nuit-là, Lucas prépara sa fuite. Il rassembla ses quelques affaires, mit de côté les couches, les vêtements de rechange de Léo, le peu d'argent qu'il avait économisé. Il coinça dans la poche intérieure de son sac les documents de Claire. Ils étaient peut-être son seul atout si la situation s'aggravait. Avant de partir, Lucas prit Léo dans ses bras, le regarda dormir un instant et murmura « Je te protégerai, quoi qu'il en coûte. Même si je dois tout quitter. » Il pensa alors à une seule personne qui pourrait l'aider, un vieil ami de la rue, un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais qu'il avait autrefois aidé quand il n'était qu'un gamin abandonné. Cet homme connaissait les recoins de la ville où l'on pouvait disparaître. Mais ce que Lucas ignorait encore, c'était que cette fuite allait déclencher une cascade d'événements bien plus graves.
En choisissant de se battre pour Léo, il venait de déclarer une guerre silencieuse à une famille qui ne tolérait ni opposition ni déshonneur. Quand il ferma la porte du motel derrière lui, Léo endormit contre son torse, un sentiment lourd l'envahit. Il n'y aurait plus de retour en arrière. La nuit était dense, mais Lucas avançait, déterminé, le cœur battant. Parce que l'amour, lorsqu'il est pur, transforme même les plus faibles en guerriers. Et ce soir-là, un jeune garçon devint un père. Un protecteur. Un rempart contre l'obscurité. On frappa soudainement à la porte. Le bruit sec et brutal résonna dans la petite pièce comme un coup de tonnerre. Lucas, assis près du berceau, sursauta, le cœur battant. Il jeta un regard prudent par la fente de la porte et fut immédiatement saisi d'effroi. Il reconnut sans peine les visages menaçants des hommes venus le harceler la veille. Leur présence glaça l'air. Les coups à la porte redoublèrent de violence, résonnant comme des coups de massue. Lucas sentit sa respiration s'accélérer, chaque inspiration devenant plus courte, plus haletante. Mais malgré la peur qui lui nouait les entrailles, il ne perdit pas son sang-froid. Il avait appris à se maîtriser, à survivre, à se taire dans les moments les plus durs. Avec une douceur presque irréelle au milieu du chaos, il déposa lentement Léo dans son berceau. Puis, sans faire de bruit, il ouvrit la porte arrière et s'enfuit, l'enfant blotti contre sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre à des mètres à la ronde. Il savait qu'il était poursuivi. Il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Il serra Léo contre lui, le protégeant comme un trésor fragile. Chaque ruelle qu'il empruntait lui semblait être une impasse possible. Chaque silhouette croisée lui apparaissait comme une menace potentielle. Il marchait à pas rapides, le regard sans cesse en mouvement, les sens en alerte. Soudain, à l'angle d'une rue, il aperçut une voiture noire, garée dans l'ombre. Son sang ne fit qu'un tour. C'était la même que la veille. Ses poursuivants étaient déjà là. L'angoisse le saisit, le piégeant dans un étau invisible. Mais au milieu de cette panique, une idée traversa son esprit, Jean. Jean. Un nom, un visage du passé. Un ami fidèle, le seul en qui il pouvait encore croire. Jean habitait en banlieue, loin de cette ville où la menace rôdait. Là-bas, peut-être, il pourrait trouver un refuge temporaire, un souffle de paix. Lucas héla un taxi sans perdre une seconde, montant précipitamment avec Léo dans les bras. Tandis que le véhicule s'éloignait, les lumières du quartier s'évanouissaient derrière eux, emportant avec elles une part du passé et un peu de son innocence. Mais une fois arrivé en banlieue, l'espoir s'effondra aussi vite qu'il était né. Il comprit rapidement que ses poursuivants n'avaient pas abandonné. Ils suivaient sa trace, comme des ombres silencieuses mais persistantes. Lucas le sentait, chaque pas, chaque mouvement était observé. Il n'était pas seulement en fuite. Il était traqué. Lorsqu'il arriva enfin chez Jean, l'ambiance était tendue, presque glaciale. Jean, qui avait désormais une famille, ouvrit la porte avec prudence. Dès qu'il vit Léo dans les bras de Lucas, son regard changea. Il referma la porte derrière eux avec empressement, puis fixa son ami avec un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. « Lucas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens ici, et avec ce bébé ?» Lucas, essoufflé, les traits tirés par la peur et la fatigue, tenta d'expliquer. Il raconta tout, sa rencontre bouleversante avec Claire, la vérité sur Léo, les hommes sans visage venus le menacer, et surtout, la terreur qu'il ressentait face à la famille Moreau, puissante et mystérieuse. Jean resta un moment silencieux. Puis, dans un souffle grave, il lâcha une vérité qui fit chanceler Lucas. « Tu ne comprends pas, Lucas. Ce bébé. Léo, il n'est pas seulement un héritier. Il est aussi la clé d'un conflit interne dans la famille Moreau. Il est au centre d'une lutte de pouvoir que personne ne contrôle. Et toi, tu es celui qui peut empêcher que ça tourne au drame. » Lucas eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il avait déjà du mal à digérer les révélations précédentes, et voilà qu'on lui parlait maintenant de complots familiaux, d'enjeux qui dépassaient l'entendement. Mais une seule pensée l'obsédait, protéger Léo, coûte que coûte. Il n'était peut-être qu'un adolescent sans ressources, sans repères, mais pour ce bébé, il deviendrait un mur, un rempart, un père s'il le fallait. Peu de temps après, son téléphone sonna. C'était Claire. Sa voix était tendue, presque paniquée. « Lucas, ils se rapprochent. Ils ont localisé Léo. Tu dois partir. Maintenant. Sinon, ils vous trouveront.
Et ils ne se contenteront pas d'emmener le bébé. Ils pourraient vous faire du mal, à tous les deux. La gorge nouée, Lucas raccrocha sans un mot. Il se précipita vers la voiture de Jean, le suppliant de les conduire hors de la ville, loin, le plus loin possible. Léo, blotti contre lui, dormait paisiblement. Mais Lucas, lui, sentait une lourdeur dans sa poitrine, comme si chaque respiration pouvait être la dernière avant l'effondrement. Ils roulèrent ainsi plusieurs kilomètres, jusqu'à ce qu'un nouveau frisson traverse l'échine de Lucas. Dans le rétroviseur, une voiture noire s'approchait rapidement. « Ils nous ont retrouvés », murmura-t-il. Mais contre toute attente, ce n'était pas une voiture ennemie. C'était clair. Elle était venue. Elle les avait retrouvés, non pas pour les trahir, mais pour les sauver. Grâce à elle, ils purent quitter la zone dangereuse et échapper, au moins temporairement, à l'emprise de la famille Moreau. Après de longues heures d'évasion, de routes sinueuses et d'arrêts furtifs, Lucas, Léo et Claire trouvèrent enfin un havre de paix. Une petite maison nichée au cœur de la campagne, à l'abri des regards, entourée de champs et d'arbres centenaires. Là, personne ne viendrait les chercher. Là, ils pourraient recommencer. Un an plus tard, par un matin ensoleillé, Lucas observait Léo faire ses premiers pas. L'enfant, joyeux, riait en avançant maladroitement sur l'herbe fraîche. Ses bras s'agitaient dans le vide, cherchant l'équilibre, et son regard brillait d'une lumière pure, innocente. Lucas s'agenouilla, les bras tendus, accueillant ce petit miracle de vie entre ses mains. Léo s'y précipita en riant, et Lucas sentit une chaleur indicible envahir son cœur. « Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait fait », murmura-t-il, les yeux humides. Tout autour d'eux, le monde semblait suspendu. Plus de peur. Plus de fuite. Juste un moment de tendresse entre deux âmes réunies par le destin. Lucas savait que l'avenir serait encore semé d'obstacles. Mais il avait désormais une force nouvelle en lui. Une force née de l'amour. Une force née de ce lien invisible et indestructible entre lui et ce petit être qui, autrefois, n'était qu'un bébé abandonné, et qui était devenu son fils de cœur. Ensemble, ils construiraient un avenir. Ensemble, ils traceraient leur chemin. Ensemble, ils montreraient au monde que la famille ne se définit pas par le sang, mais par le cœur.